Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous joindre en ce début d'après-midi pour ce débat sur le bien-être au travail. Comme vous le voyez, je ne suis pas Arnaud de Saint-Simon qui devait animer ce débat cet après-midi. Arnaud a eu un empêchement et je suis Sophie Peters. Je suis éditorialiste en partie à Psychologie au Monde, également coach et psychanalyste, consultante en qualité de vie au travail. Et j'anime une émission d'écoute sur Europe 1 les week-ends qui s'appelle La Libre Antenne. Et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. La qualité de vie au travail, c'est un sujet que j'ai suivi très longtemps en qualité de journaliste, maintenant en qualité de consultante, d'abord aux Échos, puis à la Tribune. Et je suis heureuse aussi du magnifique plateau que nous avons cet après-midi. Et vous verrez que nous avons un débat à double détente ou à double sens, puisque nous avons donc un plateau sur cette scène et puis également des intervenants ici dans la fosse au premier rang que je vous présenterai au fil de ce débat. Alors, avec nos invités, on va dessiner par petites touches les conditions on va dire, j'ose utiliser le mot bonheur peut-être, ou en tout cas bien-être, dans un lieu et une occupation qui occupe quand même chaque semaine plus de 50% de notre vie éveillée. Alors, vous le savez, il y a deux manières d'aborder l'état d'esprit du monde du travail en France. Il y a une manière qu'on connaît, hélas, bien, celle qui fait la une des news magazines. La première, c'est le stress au travail, l'anxiété, les effets du harcèlement, le burn-out. Il y a d'ailleurs eu un rapport de l'Académie de médecine il y a 15 jours et dont on nous dit qu'il pourrait faire son entrée au rang des maladies professionnelles, puisque ça a été en débat, mais pour l'instant, c'est un peu retardé. Et puis, un tout nouveau courant de pensée qui évoque le bien-être au travail, les recherches faites en matière de lien entre épanouissement et performance, l'engagement des patrons, tout ce qui a trait à l'entreprise libérée, et donc tout ce courant qui se réunit, qui se retrouve aujourd'hui dans la psychologie positive avec des notions de bienveillance, de gratitude, de confiance. Là, c'est un nouveau terrain d'études prometteur pour le travail. Alors, émergent en parallèle également du coup des nouveaux métiers, et on en a des représentants ici dans toute l'exposition et les intervenants de ces journées du printemps de l'optimisme. Il y a Culture et Compagnie qui anime des ateliers dans la grande salle, vous y avez peut-être assisté, qui introduit la méditation ou le Qigong en entreprise. On a avec nous cet après-midi Monsieur Riahi Deti, qui est passé de la livraison de boissons en entreprise à des prestations et des demandes beaucoup plus diversifiées. Donc comment, à partir d'un café, de la machine à café, finalement, on crée de la convivialité en entreprise. Et puis des coachs qui proposent des missions sur le bonheur au travail. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre du recul. D'abord, de comprendre les motivations des uns et des autres, ce qui rend un salarié et un patron aussi heureux, parce qu'un patron heureux, ça fait aussi des salariés heureux. Je me tourne vers Anne Antoniani. Et puis également, nous verrons les motivations de chacun, les caractéristiques de la génération Y et même de la génération Z qui arrive. Et puis, je vous propose de voir ce que les études, c'est toujours intéressant de regarder des chiffres, de regarder ce que les études nous indiquent en la matière. Il y a aujourd'hui une somme d'études disponibles sur le sujet et la psychologie positive s'en est emparée et nous en avons un éminent représentant aujourd'hui. Et puis des cas concrets, des expériences qui sont menées en entreprise, des convictions fortes qui se traduisent dans des faits. Et puis on va en parler avec quelques acteurs qui nous font l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Alors pour participer à nos débats, nous avons autour de moi, donc à ma gauche, je me suis mis volontairement là pour pouvoir les voir et vous voir en même temps. On a plusieurs personnes assises au premier rang. Alors Anna Notariani, présidente de Sodexo France, à ma gauche, vous avez 37 000 salariés de tous âges et toutes qualifications qui interviennent sur 4 000 sites. Et puis vous nous raconterez comment en 50 ans,
Donc c'est très court, hein, à l'aune de la vie d'une entreprise. Vous avez créé un groupe qui s'épanouit dans le travail. Valérie Adair, vous êtes présidente et cofondatrice de Columbus Consulting, conseil en organisation, et vous avez plus de 120 salariés à ce jour. Et vous nous raconterez aussi comment vous avez introduit finalement des notions de développement personnel dans la gestion du travail et la collaboration entre vos différents consultants. François Asselin, président de la CGPME, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Vous avez repris à 29 ans l'entreprise de charpente ébénisterie créée par votre grand-père. Et vous avez aujourd'hui, je crois, plus de 120 salariés dans les Deux-Sèvres. Et vous présidez une confédération dont la devise est « Notre valeur ajoutée, c'est l'homme ». Mon Dieu que c'est beau. Et vous êtes membre de cette assemblée. Et enfin, Jacques Lecomte. Jacques Lecomte, vous êtes président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive. Vous êtes docteur en psychologie et vous venez de sortir ce mois-ci une somme, on peut le dire, hein, parce qu'il est gros, un gros livre, intitulé « Les entreprises humanistes, comment elles vont sauver le monde ». Tout un programme en forme de prophétie. On verra si elle est autoréalisatrice ou pas. Alors Jacques Lecomte, justement, j'avais envie de commencer avec vous. Justement, vous connaissez sur des ouvrages plutôt sur l'altruisme ou la résilience. On a connu votre précédent ouvrage qui était La bonté humaine. Et là, on voit que l'entreprise est devenue votre nouveau terrain d'intervention, nouveau terrain d'intérêt, lié très certainement voilà, à vos activités dans le cadre de la psychologie positive. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce livre ? Voilà, eh bien, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et tous ici. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'entreprise et je dirais même, contrairement à mes éminents partenaires, là, je crois que si j'étais amené à diriger une entreprise, je crois que j'aurais une compétence extrême, c'est de la faire couler en un an. Donc c'est vraiment pas mon truc. Et moi, au départ, c'est vrai que mon centre d'intérêt, c'est la psychologie, en particulier la psychologie positive. Mais effectivement, comment dire, le monde du travail est quand même on y passe beaucoup de temps et moi je m'intéresse beaucoup pas seulement à la psychologie positive en tant que phénomène individuel, on parle beaucoup du bonheur, des choses comme ça, mais aussi à ses dimensions sociétales, voire politiques. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé au monde de l'entreprise. Est-ce que le lieu où on passe beaucoup de temps de notre journée, de notre semaine, ça peut être un lieu d'épanouissement et pas seulement un lieu de contrainte? J'ai essayé d'enquêter dans cet univers. Alors justement, on a hésité, j'ai employé une fois le mot en introduction, le mot bonheur, et puis finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout, voilà, on est resté sur le bien-être. Est-ce que pour vous, on peut aller jusqu'à cette notion de bonheur? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux dans son travail? Qu'est-ce que représente finalement presque le périmètre ou le monde, la carte du bonheur au travail? Ah oui, alors ça c'est une grande question. Oui. Alors c'est vrai que moi, en dehors du monde du travail, le bonheur c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Alors je suis arrivé à une sorte de définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a du bonheur lorsqu'il y a à la fois du bien-être et du sens. Dans le sens que le bien-être c'est une sorte d'émotion agréable, très agréable même, mais transitoire. Et le sens, c'est plus sur la durée, c'est plus profond, mais en même temps, c'est bien d'avoir les deux. Et je crois que précisément, le travail, c'est un univers où à la fois on peut avoir du bien-être, des moments de plaisir, de satisfaction immédiat, et en même temps, qui peut donner du sens à la vie. Et voilà, c'est un pari, c'est un enjeu. Moi, je vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai enquêté, notamment, eh bien, le sens, il est notamment donné par le sentiment d'être utile à la société, de satisfaire de façon positive par les services ou par les produits offerts, satisfaire le client. Et puis également beaucoup la notion de responsabilité environnementale qui est très présente dans de plus en plus de patrons et de cadres et d'employés et de salariés dans le monde du travail aujourd'hui. Vous voulez dire qu'en fait, on peut tout à fait avoir un travail très difficile, exigeant, j'allais dire qui demande beaucoup de nous-mêmes, parfois qui peut aller, on ne va pas prendre le mot souffrance, mais une telle exigence sur laquelle on ne pourrait pas vraiment parler de bonheur, et pourtant, s'il y a du sens, il y a un bonheur profond. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est parce que c'est vrai que j'ai enquêté auprès aussi bien d'entreprises qui sont dans l'ordre des services que de l'industrie, enfin différents domaines.
Et si, par exemple, on prend des ouvriers d'usine, on pourrait se dire que ce n'est pas un métier très passionnant, même des gens qui fabriquent des pièces régulièrement les mêmes, eh bien, il y en a, ils sont vraiment fiers de leur métier et fiers de fabriquer des pièces de qualité au service des clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important qu'ils ne soient pas seulement face à des pièces, mais qu'ils aient aussi l'occasion de rencontrer les clients. Ce que font certaines entreprises, le sentiment d'être utile et d'en voir l'utilité auprès des personnes qui sont servies par ce travail, eh bien, a un effet très positif sur les personnes qui travaillent. Oui, d'où l'importance qu'on a, le regard que l'on porte sur son travail. Et vous nous expliquez d'ailleurs dans votre ouvrage qu'il y a 2 types de motivation. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors ça, il y a pas mal de théories de la motivation. Il y a plus de 100 théories de la motivation. Une des plus connues aujourd'hui, c'est une théorie qui différencie ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Ça a surtout été étudié dans 2 univers. D'une part, l'école, enfin le monde scolaire jusqu'à l'université, le monde de l'enseignement. Et donc par le travail. Si je prends l'école, pour vous expliquer, c'est très simple. Vous avez 2 élèves, par exemple, qui sont en train d'assister à un cours de géographie. Ils sont toutes les 2 très motivés. Et il y en a une, elle adore la géographie. C'est passionnant d'étudier les montagnes, les vallées, les villes et tout ça. Donc elle est motivée intrinsèquement parce que étudier la géographie l'intéresse. Et puis il y en a une autre qui est juste à côté, elle est également motivée, mais ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la géographie, c'est que si elle travaille bien, elle aura une bonne note à la fin du trimestre. Elle est motivée, mais de manière extrinsèque. Ce n'est pas l'activité en elle-même qui l'intéresse, c'est les résultats de l'activité. Dans le monde du travail, on a la même chose, des gens qui sont intéressés par l'activité elle-même ou simplement par les primes et ou le salaire. Et en fait, on s'est rendu compte dans le monde du travail que, on s'est posé la question, est-ce que la motivation extrinsèque, c'est-à-dire les primes, les salaires, ça augmente ou diminue la motivation intrinsèque? C'est le grand débat. Dans un premier temps, on pense que des premiers travaux ont laissé entendre que plus on augmente la motivation extrinsèque, plus on diminue la motivation intrinsèque. À l'école, plus vous incitez sur les notes, moins vous intéressez l'élève, moins l'élève va s'intéresser. Est-ce que ça veut dire qu'on crée une dépendance à quelque chose d'extérieur à soi? Voilà, c'est ça. Voilà. Mais le problème, c'est que, alors ça, on voit, c'est plutôt sympa comme idée. Si vous l'appliquez au monde de l'entreprise, ça devient assez barbare, parce que ça veut dire, la conclusion, elle est simple, payer le moins possible vos salariés, ils sont plus motivés par l'activité elle-même. Vous voyez? Alors là, je suis pas sûr qu'on sera tout à fait d'accord. Et en fait, alors moi, on s'est rendu compte que ça dépend des études, et moi j'ai compulsé plein de recherches. Finalement, je suis arrivé à découvrir le truc. C'est extrêmement simple. Il y a une grande différence entre le salaire et les primes à la performance. Lorsque vous donnez un salaire confortable par rapport au poste, ça augmente la motivation intrinsèque. Donc le côté extrinsèque augmente l'intrinsèque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'intention qui est perçue. C'est-à-dire que quelqu'un qui recrute, on recrute à partir d'un CV. Dans le CV, on connaît à peu près la compétence, mais on n'a aucune information sur le niveau de motivation. Bien sûr, dans l'entretien, tout le monde vous dit « je suis très motivé ». Ça, personne n'a dit « j'en ai rien à faire de votre boulot ». Ça, d'accord. Mais rien ne le prouve. Rien ne prouve que la personne va s'engager, va aider le collègue quand il y aura besoin, ou que sais-je encore. Donner un bon salaire, plus que le salaire du marché moyen, c'est faire preuve de confiance, de faire un pari de confiance sur le fait que la personne va vraiment faire son métier de la meilleure manière possible, à la fois sur le plan compétence et motivation. C'est miser sur le potentiel. C'est miser et faire confiance. Enfin, c'est pas seulement le potentiel de compétence, c'est le potentiel de motivation, d'engagement. C'est croire à la personne, tout simplement. En revanche, les primes à la performance diminuent la motivation intrinsèque. Parce que c'est pas du gagnant-gagnant, c'est très différent, c'est du donnant-donnant. Mon petit gars, ma bonne petite dame, je vais vous payer un peu plus à condition que vous m'ayez avant été le plus rentable possible. C'est pas un pari de confiance, c'est un pari très utilitariste. Et ça a exactement l'effet inverse, ça diminue la motivation et donc ça diminue la performance. À réfléchir, voilà. Alors le dicton dit que l'argent ne fait pas le bonheur, alors au travail non plus ? Alors, oui, beaucoup d'études ont montré qu'effectivement, le travail ne fait, l'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, il ne faut pas non plus aller trop loin dans cette idée. La misère fait du malheur. Voilà, c'est-à-dire que bon, mais à partir du moment d'un certain niveau de revenus correct dans une société,
l'argent n'est pas source de bonheur. Ça permet d'avoir un minimum de revenus, ça permet d'aller bien. Et après, tout ce qui va rendre heureux, c'est les amis, c'est la famille, c'est les relations au travail, c'est le sens qu'on donne au travail, c'est des choses comme ça. Mais l'argent n'est absolument pas source de bonheur supplémentaire. Ce qui veut dire que la logique, effectivement, de certains cadres qui consiste à penser qu'il faut payer plus les salariés pour qu'ils soient plus motivés est complètement fausse. Quand on fait, par exemple, des enquêtes, c'est très intéressant. On demande à des gens qu'est-ce qui vous motive le plus au travail. Et on s'est rendu compte que quand quelles que soient les catégories de population, la plupart de ce que disent les gens, c'est un métier intéressant, c'est des bonnes relations avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, c'est tous des trucs de l'ordre de la motivation intrinsèque. Mais lorsqu'on demande à des cadres qu'est-ce qui motive, d'après eux, le plus leurs collaborateurs, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est l'argent, c'est les primes, c'est les vacances, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire que ils pensent que leurs collaborateurs sont motivés par la motivation extrinsèque d'argent. C'est totalement faux. C'est particulièrement pervers dans le service public, puisque les cadres du service public disent « Moi, je n'ai pas de marge de manœuvre pour motiver mes équipes ». Et oui, parce que dans le privé, on peut jouer sur l'argent, mais on peut beaucoup moins jouer. Ils se trompent complètement, alors que le sentiment d'être utile au public, le sentiment de service public, ce qu'on appelle dans les études de management la motivation de service public, est bien plus forte. Le sentiment d'être utile à la société est bien plus forte que tous les avantages financiers. Merci Jacques pour cet éclairage très intéressant sur les leviers de nos motivations, de cette motivation extrinsèque et intrinsèque. Alors justement, on va voir maintenant, côté jeunes et nouvelle génération, quels sont ces leviers et faire un éclairage. On a voulu enquêter sur les jeunes et leur rapport au monde du travail en interrogeant un panel représentatif de jeunes de 15 à 30 ans avec notre partenaire sur ce débat, AGEFA PME. Et donc, on va vous présenter maintenant, Laurent Bernelat de l'Institut Opinionway va nous présenter cette enquête exclusive sur le bonheur du travail qui casse pas mal de clichés. Donc, découverte, je vous laisse nous présenter l'étude, Laurent. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter cette étude que nous venons juste de réaliser auprès d'un échantillon représentatif de 870 jeunes. Alors, jeunes, on peut appeler beaucoup de personnes jeunes. On a considéré comme jeunes, aujourd'hui, par rapport au monde du travail, les personnes de moins de 30 ans. Et donc, ils ont été interrogés par Internet. Très rapidement, si on rentre dans la première partie de cette enquête, donc on a demandé aux jeunes de se placer dans une posture idéale et quel est à leurs yeux le métier idéal. Et on voit qu'ils ont une vision du métier idéal qui est un métier à la fois en soi et pour soi. Un métier pour soi, c'est-à-dire que c'est un métier qui est bien rémunéré, 95% de citations, et un métier qui leur permet d'être autonomes dans leur travail, 93% de citations. C'est les deux citations les plus fortes et on n'est pas sur de la citation molle. Si on regarde la modalité tout à fait satisfait, on est sur un peu plus d'1 sur 2 ou près d'1 sur 2. Et enfin aussi, il y a vraiment l'idée de sens du métier, l'item un métier utile à la société et son fonctionnement, et le troisième item avec 85% de citations. On leur a demandé ensuite quelle était l'entreprise idéale dans laquelle ils voulaient exercer ce métier. Et on se rend compte qu'ils ont vraiment une vision, comment dirais-je, horizontale de l'entreprise et ils s'inscrivent vraiment dans une relation donnant-donnant avec l'entreprise. L'entreprise doit avant tout leur donner des perspectives d'évolution, 58% de citations, et aussi un environnement et un cadre de travail de qualité. Et on sait aujourd'hui que c'est un enjeu pour beaucoup de grandes entreprises françaises. Mais également une entreprise qui met le salarié au cœur de ses enjeux, une entreprise où la parole des salariés est écoutée et où les salariés participent à la vision de l'entreprise, avec 1 jeune sur 2 qui se positionne également sur cet item. Et globalement, les jeunes, même s'ils ont conscience qu'ils évoluent dans un contexte qui est difficile, ils sont confiants
dans leur chance de trouver cet emploi, ce métier idéal. Nous leur avons posé la question, êtes-vous confiants dans vos chances de trouver un emploi à l'issue de vos études ? Et 80% nous disent que oui, ils sont confiants dans leur chance de trouver un métier qui leur plaira, un emploi qui leur plaira. Alors certes, on est sur une opinion qui manque un peu d'intensité, essentiellement en raison du contexte, avec seulement 24%, un jeune sur 4 qui se dit très confiant. Et on est vraiment sur une opinion qui est partagée par tous les jeunes, quelle que soit leur situation et qu'ils soient diplômés ou moins diplômés. Et très rapidement, un focus sur l'apprentissage. Nous leur avons également demandé si l'apprentissage et les formations en alternance rapprochaient les jeunes des entreprises, etc. Et on se rend compte que pour eux, l'apprentissage, en tant que première expérience de l'emploi, en tant que moment où ils peuvent exercer leur droit à l'erreur, est vraiment un facilitateur pour eux, pour intégrer le monde du travail et pour accéder à ce métier qui leur plaira. Vous voyez, c'est tous les items qu'on a proposés, rapprochent les jeunes de l'entreprise, permettent à des jeunes de tout niveau d'apprendre un métier, forment les jeunes plus autonomes et prêts à intégrer le monde du travail, recueillent plus de 90% d'accords de la part de leurs jeunes. Et à ce titre, ils estiment à 89% que le système éducatif, le système scolaire devrait davantage mettre en avant ces formations. Si maintenant on rentre dans le cœur du sujet, à savoir le bonheur au travail, le bien-être au travail, nous leur avons posé une question qui est « Quels sont pour vous les éléments qui sont les plus importants ou qui seraient les plus importants pour que vous soyez heureux dans votre travail ?» Et là, on se rend compte que si, quand on leur demande de parler du métier idéal, la rémunération est une condition qui est importante, on se rend compte que par contre, pour être heureux dans son travail, ce n'est absolument pas une condition nécessaire. Ils sont vraiment dans une logique de sens du métier. L'item qui est le plus cité, mais de manière totalement spontanée, c'était une question ouverte, c'est vraiment l'intérêt du travail et des missions. Donc on est vraiment sur une logique de sens du métier et également sur le relationnel. Pouvoir exercer son métier dans une bonne ambiance, notamment avec ses collègues et la direction. On a également un jeune sur 3, 28%, qui se positionne sur cet item. Ensuite, on a l'environnement de travail et on voit que le niveau de salaire arrive plus en retrait dans la hiérarchie avec seulement 15% de citations. Et on se rend compte dans la pratique que globalement, les critères relationnels et les critères sur l'environnement de travail sont plutôt bien notés. On a systématiquement plus de 80% de citations, les relations avec vos collègues, vos responsabilités, votre autonomie, vos relations avec votre responsable manager. Tous ces items, on est à plus de 80% de citations. Et sur l'intérêt de vos missions et le contenu de votre travail, qui est le critère le plus important à leurs yeux. Certes, on est sur un critère qui est bien noté, on est à 79%, mais on est sur une notation qui est un peu molle, avec un jeune sur 4 qui se dit seulement très satisfait de ce critère. Et on notera un phénomène qui est très intéressant, c'est-à-dire que les jeunes dans leur travail, là on est sur des jeunes salariés, sont vraiment dans une posture de découverte et sur tous ces critères-là se disent plus satisfaits que leurs aînés. Si on compare la même question auprès de l'ensemble des salariés, on est sur des scores qui sont systématiquement un peu plus bas pour les salariés qui sont un peu plus âgés. Et donc, dans ce cadre, la motivation chez les jeunes ne fait pas défaut. Ils se disent motivés dans leur travail. Nous leur avons demandé de placer un curseur sur une note de 0 à 10 et on a une moyenne de motivation des jeunes qui s'établit à 7,1. Et ce qui est intéressant, c'est quand on la compare à l'ensemble des salariés, sur l'ensemble des salariés, ils mettent le curseur de leur motivation au travail à 6,5. Donc, en moyenne, un écart supérieur à un demi-point, on est sur un écart qui est vraiment important. Ils sont motivés, ils prennent plaisir à aller travailler le matin. 87% nous disent qu'ils prennent plaisir à aller travailler le matin et 31% nous disent même que c'est systématiquement le cas. En revanche, alors certes, ils sont très motivés, ils prennent plaisir à aller travailler le matin, mais est-ce que pour autant on peut parler de bonheur au travail? Donc on leur a posé très simplement la question, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à votre bonheur au travail? Et là on se rend compte
qu'on est sur une note de 6,7 qui se rapproche de la note mise par les salariés dans leur ensemble qui est à 6,4. Et vous voyez dans le graphe, on a peu de vert foncé, c'est-à-dire qu'on a peu de très bonnes notes. Et ce qui est intéressant en soi, c'est, bon, globalement, on est sur une note qui est correcte, mais le différentiel entre le bonheur qu'on ressent dans son travail au regard de sa motivation qu'on a vu qui était forte, laisse penser que dans le rapport donnant-donnant qu'ils estiment nécessaire avec l'entreprise dans leur travail, il y a un léger déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui, certes, ils sont bien dans leur travail, mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus affirmatif. Le bonheur au travail est vraiment quelque chose qui est essentiel dans leur vie. Effectivement, on passe la majeure partie de son temps à travailler et les jeunes nous disent que c'est vraiment quelque chose qui est important pour leur bien-être personnel d'être heureux dans leur travail. Ils nous le disent à 93%. Et ce qui est bien en plus avec le bonheur au travail, c'est que c'est quelque chose qui est communicatif. C'est de voir les autres salariés heureux, ça rend heureux. Ça veut dire que, est-ce qu'ils pensent que des salariés heureux et motivés par leur travail, c'est important pour qu'eux soient motivés, pour qu'ils se sentent bien. Et également, on en parle de plus en plus, pour leur productivité. Si je me sens bien, je suis plus productif dans mon travail. Et si je suis plus productif, mon entreprise a une meilleure performance économique. Très rapidement, pour finir cette enquête, on est dans le cadre du printemps de l'optimisme. Nous leur avons posé une question sur leur niveau d'optimisme. Et globalement, on voit que les jeunes sont optimistes dans leur travail. Bon, là, les valeurs ont sauté, mais je vais vous donner les chiffres. On est sur 82% des jeunes, donc plus de 8 sur 10, qui se disent optimistes sur leur avenir personnel. Ceci dit, on est sur un optimisme quand même qui manque d'intensité encore une fois. Seuls 17% se disent très optimistes. Donc on est optimiste pour son avenir personnel. On est globalement optimiste, 74% pour son avenir professionnel. En revanche, et c'est là où ça montre qu'ils ont vraiment conscience du contexte économique et social, ils sont nettement plus pessimistes pour l'avenir économique de la France. Seul 33%, un jeune sur 3 se dit optimiste pour l'avenir économique de la France. Et dernière question de cette enquête, et je pense que c'est assez porteur d'espoir, c'est pour réussir, en quoi ils font le plus confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, les ressorts de la réussite sont en eux. Ils ne sont pas attentistes. Nous leur avons demandé pour eux, quel était leur état d'esprit professionnel. Et c'est vraiment, j'ai confiance en moi et j'ai toutes les armes pour réussir. Donc, j'ai en moi le ressort de la réussite. Et rares sont les jeunes, 28%, qui nous disent qu'ils se sentent démunis dans un environnement difficile, seulement 28%. Donc, dans cette enquête, on se rend compte que les jeunes sont confiants, croient en eux, sont optimistes dans l'avenir, mais face au monde du travail, ils se retrouvent confrontés à un environnement qui est difficile, mais ils ne lâchent pas, ils sont motivés, mais on n'est pas encore dans un état de bonheur au travail. Il y a encore un enjeu de relation avec l'entreprise, de donnant-donnant, qui ne les convainc pas encore totalement. Merci Laurent. Est-ce que ça, oui, vous pouvez bien sûr l'applaudir. Laurent, restez avec nous. J'aurais deux petites questions. D'une part, sur effectivement ce différentiel qu'on voit sur l'aspect bonheur au travail, est-ce que ça signifie, d'après vous, que finalement, ils en attendent beaucoup? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes de la part de cette génération? Alors, il y a beaucoup d'attentes au regard de ce qu'ils estiment donner. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de donner beaucoup, d'être indispensable à l'entreprise, d'être très motivés et de fait, ils sont exigeants avec l'entreprise et ils attendent que l'entreprise leur donne beaucoup. D'accord, beaucoup d'exigences. Et alors, est-ce que c'est un paradoxe entre votre première slide qui, sur le métier idéal, on voit la rémunération qui arrive en numéro 1 et à peu près un peu plus loin sur plutôt pour être heureux, c'est quoi? Et on a là en premier intérêt du travail, bonne ambiance et la rémunération arrive en troisième. Donc est-ce que la rémunération, oui je vais vous donner la parole Jacques, mais est-ce que la rémunération est liée justement à cette idée de métier idéal? Dans l'idéal, j'aimerais un métier qui soit bien rémunéré, mais en fait, pour être heureux, c'est pas forcément que j'en ai besoin. C'est ça la C'est nuance? exactement ça. C'est à leurs yeux, la rémunération est importante. Et si on se place dans une posture idéale, effectivement, je souhaiterais être bien rémunéré. En revanche, c'est pas un ressort du bonheur à leurs yeux.
Ok. Alors Jacques, vous vouliez... merci Laurent. Jacques, parce que je vous ai vu sursauter dès la première slide, on venait de parler que la rémunération ne faisait pas le bonheur du salarié, et tout d'un coup, le premier item arrive, rémunération. Qu'est-ce que vous vouliez nous en dire? Moi, je pense que c'est très intéressant les slides, parce que ça montre effectivement la différence entre... comment dire, une certaine idéologie sociale de ce qu'est le travail, de ce qu'est la motivation au travail et de la vie au concret. Et puis aussi par rapport au bonheur au travail. Sur la première slide, c'est effectivement, on voit bien, tant que c'est théorique, c'est l'argent qui vient en premier. Dans le concret, quand les gens ils parlent du concret, ça vient plus en premier. Et je voudrais simplement vous signaler une étude que je reprends dans mon livre. C'est une étude qui a été faite auprès de jeunes étudiants qui sont plus chassés que chasseurs de travail, hein, donc qui ont des diplômes supérieurs. Et on leur demande quels sont les éléments qui peuvent les motiver dans un travail qu'ils auraient. Et alors, en premier viennent l'argent, la progression de salaire, les primes, les vacances, des trucs comme ça. Bon. Et après, ils font un stage concret. Et après, on leur repose la même question. Et ce qui vient en premier, c'est la reconnaissance. C'est le fait qu'on a écouté ce qu'ils voulaient, leurs opinions, leurs idées. Je vous donne un seul exemple, par exemple, 2 exemples. Il y avait une personne, une jeune fille qui dit « Il m'appelait régulièrement pour voir si j'avais des questions. Cela montrait que je les intéressais vraiment. » Une autre qui dit « Ma mère était malade, j'ai dû annuler une visite sur le site. Ils m'ont envoyé un gros bouquet de fleurs, ils m'ont donné le sentiment d'être importante. » Et ces jeunes-là, quand on leur a demandé après qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient accepter un poste ou pas, puisqu'ils sont plus chassés que chasseurs, je répète, eh bien, c'était systématiquement le sentiment d'avoir été écouté, qu'on s'était intéressé à eux en tant que personne qui venait en premier. L'argent était tout à fait secondaire. Et maintenant, on voit la même chose avec le bonheur dans votre enquête, parce qu'il y a une idéologie sociale, surtout en France, sur laquelle on est tous malheureux. Hein, voilà. Quand on fait ce que vous avez montré, les chiffres que vous avez montrés sur les jeunes, on les a pareil sur la population générale. Quand on demande aux gens est-ce que vous êtes heureux, beaucoup de gens se disent heureux. Et au travail, par exemple, les statistiques, c'est 3/4 des personnes se disent heureux ou très heureux au travail. Et quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez que les gens sont heureux au travail, ils vous disent que c'est 15 à 20% des gens sont heureux au travail. Vous voyez, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on croit que les autres sont malheureux et soi-même on est heureux. Il y a une idéologie sociale qui voudrait que le travail soit source automatiquement et nécessairement de souffrance et que la principale motivation au travail, ça soit l'argent. Dans la vie concrète, les 3/4 des gens fonctionnent différemment, voire 90% des gens fonctionnent différemment sur ces 2 points. Merci pour cet éclairage, Jacques. Alors, justement, on a parmi nous, là, au premier rang, une représentante de ces jeunes. Manon Arestier, vous êtes en première année de BTS assistant de gestion PME-PMI. Est-ce que vous êtes reconnue dans ce portrait de votre génération et qu'est-ce qui vous motivera dans votre futur travail ? Bonjour à tous et à toutes. Oui, je me suis reconnue dans le sondage. Je l'ai lu hier soir pour préparer un peu aujourd'hui, voir ce qui en était ressorti. Et je m'y reconnais totalement. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, je suis en réorientation en fait. J'ai déjà eu une licence d'histoire et une année dans la vie active. Et en choisissant mon BTS, je m'étais dit, moi, je veux faire des études qui m'amèneront une rémunération qui me permettra de vivre confortablement sans m'inquiéter. Et maintenant que j'ai commencé l'apprentissage, j'ai eu une période de démotivation en entreprise parce que les tâches me stimulaient pas. Et là, j'ai réalisé que la rémunération, ça faisait absolument pas tout et que faire un métier, c'est plus que la moitié de notre vie. C'est pas possible de le faire autrement que par passion ou en tout cas par envie. Passion, c'est peut-être un peu fort, mais... Donc, pour rebondir sur ça, c'est absolument vrai. Donc, vous rejoignez sur le sens au travail et l'utilité sociale. Alors, on voit justement dans cette enquête qui a été réalisée donc avec AGFA PME comme partenaire, justement sur la partie apprentissage, que l'apprentissage est un facilitateur. Hein, c'est comme ça qu'il apparaît dans l'enquête. C'est comme ça que vous dites, j'ai eu une expérience Viactive, j'ai fait d'autres études avant. C'est comme ça que vous vivez aujourd'hui votre période d'apprentissage ? Un facilitateur, vous voulez dire, pour appréhender le monde de l'entreprise ? Oui, c'est-à-dire en fait de lien entre finalement le monde de l'apprentissage théorique, c'est-à-dire des études, et puis également ce que vous vivez au quotidien dans le monde de l'entreprise. Oui, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on choisit l'apprentissage, outre le fait que c'est une formation rémunérée.
Pour moi, ce qui était important dans l'apprentissage, c'est qu'on arrive dans l'entreprise et on est vraiment là pour apprendre. Donc, on nous laisse encore un droit à l'erreur. On apprend le côté pratique, mais on a un droit à l'erreur. Alors qu'une personne qui sort, pour moi en tout cas, directement d'une faculté ou d'un master, où il arrive dans la vie active et on attend de lui qu'il soit compétent et prêt. Sauf qu'il n'a jamais eu le côté pratique que nous, on aura au cours d'une formation en apprentissage. Donc, pour moi, c'était l'avantage le plus important, le critère qui a fait que j'ai choisi l'apprentissage. Oui, de rentrer directement dans le monde du travail en n'ayant pas cette pression. D'ailleurs, on voit sur les jeunes diplômés de grandes écoles, on demande toujours expérience de 1 an, 2 ans dans le poste, alors qu'ils sortent juste de l'école et qu'ils n'ont jamais fait le métier. En fait, ça, c'est toute la curiosité du marché de l'emploi. Et pour vous, c'est plus tentant de travailler dans une petite entreprise ? Alors, j'ai choisi BTS assistante gestion PME-PMI pour découvrir le monde de la PME, mais parce que pour moi, c'était un peu synonyme, c'est synonyme de familial. Et je pense que dans les petites entreprises, il y a une proximité avec la hiérarchie, et avec tout ce qui est les décisions, la participation. Et je trouve que ça donne plus de sens à notre participation. Disons qu'on voit l'effet direct de notre travail, ce qui est peut-être moins le cas dans les grands groupes. Alors François Asselin, les propos de notre jeune Manon Arestier, ça vous fait plaisir d'entendre ça sur les PME-PMI et notamment aussi sur l'apprentissage ? Ça me fait plus que plaisir. C'est-à-dire que... Ah, si vous saviez comme ça fait du bien d'être ici. Parce que, vous voyez, en plus. Ben oui, parce que franchement, et puis ce que je veux dire, je suis sincère, c'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je fais du syndicalisme. C'est parce que je vois que dans nos entreprises, finalement, le climat social, il est beaucoup plus positif qu'on ne veut le décrire au niveau national. Voilà. Et quand je vois l'étude qui a été projetée, on aurait dû commencer la conférence sociale de lundi dernier à Matignon par cela. Voilà. Moi, les jeunes que je connais, non mais c'est vrai, les jeunes que je connais, ils ne sont pas en mode rejet, ils sont en mode projet. Je n'ai jamais rencontré en 23 ans à la tête de mon entreprise un jeune me demander qu'est-ce que j'aurais comme indemnité au bout de 20 ans. Ça ne m'est jamais arrivé et ça ne m'arrivera jamais. Par contre, c'est qu'est-ce que vous me proposez comme projet professionnel, quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai envie de rêver, j'ai envie de gagner ma vie, mais j'ai pas envie d'être dans un environnement triste. Voilà, j'ai besoin d'espérer, je suis jeune, je veux croquer dans la vie. Et puis, c'est normal, j'étais comme ça, moi aussi. Et puis, je suis encore comme ça. Donc, je veux dire, je suis complètement... Je suis résolument optimiste parce que la vérité, c'est ça. Et en même temps, je suis profondément choqué de voir que ce que l'on présente, ce n'est absolument pas ça. Voilà. Et je pense que ce genre d'initiative, il faut les répéter, il faut le faire, il faut le dire, il faut que vous, les jeunes, vous témoigniez, parce que la jeunesse a envie de croquer dans la vie, quoi. Et quand je vois ce qu'on a fait avec cette magnifique valeur qui est le travail, quand je vois comment on était schizophrène dans notre pays avec cette valeur qui est extrêmement positive, mais je me dis, mais on n'a rien compris. L'histoire de la pénibilité, par exemple, associer un mot aussi négatif par rapport à un mot aussi positif. Moi, tous les ans, on fait une journée d'accueil pour tous les alternants dans l'entreprise. On en recrute entre 10 et 14 dans l'entreprise, du CAP première année jusqu'à l'école d'ingénieur. On fait une journée d'intégration, parce que d'abord, on les accueillait mal. Donc il y a 15 ans, on a dit, il faut bien les accueillir. On leur présente toute l'entreprise, on leur présente leurs tuteurs, bref, les services. Et puis moi, j'arrive, je monte en scène, et je leur vends la boîte. Je dis, regardez tout ce qu'on fait à l'entreprise. Regardez ce qu'on a fait pour nos clients, à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Demain, c'est vous qui allez faire ça. On a besoin de vous. Voilà. On les fait rêver. Mais on ne leur ment pas non plus. On leur dit, attention. À côté de cela, c'est un monde exigeant, l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de résultat vis-à-vis du client. Et bien cette exigence, ils en redemandent. Ils nous demandent qu'on soit exigeant avec eux, mais qu'on ne leur mente pas non plus. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de donner du sens. Parce que vous êtes en quête de sens, mais même les chefs d'entreprise, ils sont en quête de sens. Parce qu'on ne sait plus trop où on navigue. Donc, de remettre les choses à l'endroit comme vous le faites à travers cette étude, je trouve que c'est formidable, il faut continuer. Et l'enjeu pour nous, chefs d'entreprise, et c'est là où, moi, mon rôle, en tant que représentant des entreprises, des chefs d'entreprise de PME, de TPE, c'est les tirer vers le haut, leur faire comprendre que leur activité, leur entreprise, il faut qu'ils donnent du sens à leur activité. Et je suis intimement persuadé que les grands enjeux demain pour les entreprises, c'est de savoir donner du sens,
mais pas seulement à leurs collaborateurs, mais à l'extérieur, aux clients, aux fournisseurs. Voilà, tout ce qu'on peut appeler le développement de la RSE, c'est extrêmement important. Et c'est un enjeu, je dirais, encore plus majeur pour les grandes entreprises, parce que souvent, quand on dit grande entreprise, on a une image plutôt moins bonne ou moins sympa que la petite entreprise. Mais néanmoins, je veux dire, ces grandes entreprises qui ont compris ça, eh bien, elles gagneront des parts de marché. On pourrait dire que c'est intéressé, mais c'est plus que ça. Parce que tout ça, c'est les communautés humaines. Et si à travers ça, eh bien, l'homme ne s'y retrouve pas, eh bien, on a tous perdu, salariés comme chefs d'entreprise. Donc voilà, il faut comprendre ces enjeux. Si moi, mon rôle, c'est d'amener les chefs d'entreprise à les tirer vers le haut, vers ça, vous savez, le rôle des partenaires sociaux, ça serait de faire comprendre à leurs troupes, à leurs adhérents, que l'entreprise est un bien commun. Chacun dans son rôle. Nous, on accepte de prendre le risque, mais aussi nos salariés, avec nous, de faire tourner la boutique. Merci François Asselin. Ouais, ça méritait des applaudissements. Avant de vous donner la parole, Anna Notarianni, parce que là, voilà, il faut que la grande entreprise aussi s'exprime après ce qu'on vient d'entendre, je voudrais juste qu'on entende Corinne Mellet, qui est directrice générale adjointe d'AGEFA PME, et vous qui avez justement dans vos CFA des jeunes que vous accompagnez, avec lesquels vous facilitez justement ce lien entreprise et pédagogie. Comment vous avez accueilli voilà, cette enquête, ces chiffres? Est-ce que ça correspond à ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain avec les jeunes que vous accompagnez dans vos centres? Oui, je pense que ça correspond tout à fait. C'est vrai que je rebondis sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Ce qui est fascinant quand on est au contact des jeunes, c'est qu'ils sont optimistes, qu'ils sont exigeants. Et nous, on travaille dans le cadre du lien avec l'entreprise, entre la partie éducation et l'entreprise, pour justement répondre au mieux à ces exigences. L'avantage de l'apprentissage, c'est que vous êtes dans le cadre d'un parcours qui est dans l'entreprise, mais vous êtes quand même très accompagné, et par le tuteur et par le référent pédagogique. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit qu'il y a une évolution. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est vraiment un engagement durable où on travaille pour faire en sorte que ce bien-être soit le plus partagé. Parce que si vous avez un maître d'apprentissage qui sait aussi comment s'y prendre, eh ben, il saura transmettre, il saura ouvrir, et il fera en sorte que l'apprenti soit bien dans l'entreprise et ait envie d'y rester, ou bien en parle bien à d'autres personnes. Il y a ça aussi, c'est vraiment le dialogue qui est intéressant, parce que c'est ce qui permet d'évoluer au mieux vers un bien-être commun, j'ai envie de dire celui du groupe. Oui, on sentait effectivement dans l'étude, et c'est apparu dans les slides, que dialogue, écoute sont des items qui arrivent en haut des attentes et pourvoyeurs, en fait, bien sûr, de sens et donc de bien-être au travail. Tout à fait. Pour finir, étant moi-même maître d'apprentissage, c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre. Et Manon, tout à l'heure, me faisait part des éventuelles critiques qu'elle pouvait faire à certains aspects qu'on voyait dans l'entreprise. Et je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, mais... Miroir, miroir, suis-je vraiment à la hauteur? C'est vraiment, on a beaucoup à apprendre de cet échange. Merci, merci à vous. Alors, Anna Notarianni, moi j'aimerais du coup vous entendre maintenant à la fois bien sûr sur les jeunes, puisque voilà, Sodexo, c'est une grande maison, 37 000 salariés, je le rappelle, et puis vous y accueillez bien sûr des jeunes dans des métiers très divers, et également sur ce côté grande entreprise que vous ne sentiez pas ici d'ailleurs. Voilà, François Asselin vous a gentiment tendu, pas le micro, mais voilà le sens aussi, en entendant les propos de Manon Arestier. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement à une jeune qui, elle, dit, bah, moi, c'est plutôt PME, PMI, plutôt apprentissage, et vous représentez la grande entreprise. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Oui, bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que moi, je suis complètement à l'aise et je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été échangé jusqu'à présent. Alors, évidemment, le groupe Sodexo, c'est une entreprise qui a fêté cette année, au mois de mars, ses 50 années d'existence. Et donc, c'est un groupe qui est parti à Marseille il y a 50 ans, de pas grand-chose, de presque rien, et qui aujourd'hui est dans 80 pays dans le monde et représente 420 000 salariés. Donc, c'est 150 nationalités différentes, c'est une diversité de profils professionnels et de mixité sociale très impressionnante. Et j'ai envie de dire, avant d'être une grande entreprise qui a réussi, c'est une entreprise qui a réussi parce qu'elle s'est appuyée sur un engagement de ses collaborateurs durable. Et mon témoignage ici aujourd'hui, j'ai envie de commencer par ça, c'est-à-dire la longévité. C'est le résultat. En fait, parce que Pierre Bellon, lorsqu'il a créé l'entreprise il y a 50 ans, a pensé en visionnaire ce que devait être l'entreprise. C'est une communauté de collaborateurs,
une communauté de clients et une communauté d'acteurs sociaux, incluant les actionnaires, et tout ça devait se réunir, c'est-à-dire ils devaient réconcilier les besoins de ces communautés-là. Donc c'est une entreprise qui aujourd'hui représente plus de 100 métiers différents dans le monde. Alors Sodexo est connu notamment en France pour le métier principal de la restauration sociale, mais aujourd'hui c'est une entreprise, c'est un groupe qui a réussi à se diversifier autour de 3 grands secteurs d'activité. La restauration et les services chez nos clients, on est présent dans tous les segments de marché, que ce soit à l'école, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les entreprises, dans les maisons de retraite, etc., dans les bases vies aussi, voilà. Et puis donc cette activité reste bien entendu majoritaire, mais on a développé aussi d'autres activités très complémentaires, notamment le service à la personne, à domicile et dans l'entreprise, et également toutes les solutions de motivation comme les chèques et cartes qui permettent de donner des incentives, de la motivation, de la reconnaissance individuelle ou collective aux collaborateurs, mais aussi d'accompagner les dispositions des entreprises lorsqu'ils veulent réconcilier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est que c'est une très très grande attente de tous les collaborateurs, quel que soit leur âge et où qu'on soit dans le secteur d'activité ou dans le monde, c'est d'avoir cet équilibre, améliorer son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc ces 3 activités-là, eh bien, elles nous permettent d'apporter, vous le disiez monsieur, aussi des solutions aux entreprises pour que l'ensemble des acteurs s'intéressent à faire la promotion des services de qualité de vie pour leurs collaborateurs. Voilà, et ça, c'est devenu le positionnement du groupe Sodexo. Donc on a, si vous voulez, avec cette thématique des services et des solutions de qualité de vie, non seulement en tant qu'entreprise qui s'est appliquée à soi-même ses propres solutions, pour être cohérent, c'est-à-dire s'intéresser à la qualité de vie de ses collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on le déploie depuis 50 ans concrètement? Donc on a ce lien extrêmement fort avec cette thématique de la qualité de vie pour nos salariés, mais également pour nos clients. Donc voilà un petit peu en résumé les 50 ans de développement durable du groupe Sodexo. Et si vous me permettez, je peux vous donner aussi comment on réussit dans la durée, parce que ce qui est très important, c'est de s'inscrire dans la durée. On a parlé de bonheur, on parle, le mot heureux s'écrit pas au singulier, il s'écrit au pluriel, c'est-à-dire que le bonheur et le fait d'être heureux, c'est une construction collective. Et donc les entreprises qui s'inscrivent dans la durée, qui ont une vision, évidemment, qui se projettent dans un moyen ou long terme, évidemment qu'elles ont une capacité à entraîner leurs collaborateurs, puisque c'est ça qui va donner de l'intérêt, mais aussi des perspectives. Et c'est sur cette interaction entre comment l'entreprise se projette dans l'avenir, quels sont ses choix d'investissement et qu'est-ce que ça veut dire que de mettre l'homme au centre de sa performance, c'est toute cette réalité qui va donner de la confiance, de la fierté d'appartenance, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, comment on fait pour l'inscrire dans la durée? Je vous donne juste un exemple qui est intéressant. Il y a 15 ans, on avait une conviction très forte, notamment Michel Landel, qui est le CEO du groupe, et une conviction très forte concernant l'équilibre des équipes, la mixité entre les hommes et les femmes. Donc je prends juste ce critère sur le genre. C'était une conviction. Donc il a dit, il faut qu'on progresse. Pourquoi? Parce que dans notre métier, on est métier de service, on a beaucoup de femmes, mais on a peu de femmes. On avait peu de femmes qui prenaient des postes à responsabilité, et notamment opérationnels. Et donc on s'est dit, c'est un vrai sujet, et donc il va falloir qu'on intervienne sur ce sujet. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord modélisé un petit peu ce qu'on voulait faire, en partant de cette conviction profonde. On a mis un peu de moyens, on a mis des actions en place, et après on s'est mesuré. Et en fait,
on a fait du mentoring, on a fait des réseaux, on a fait pas mal d'actions pour travailler sur les a priori, pour donner confiance aux femmes, pour les mettre en situation de montrer ce qu'elles étaient capables de faire et de prendre grâce aussi à l'accompagnement de formation des postes à responsabilité. Et puis, au bout de 10 ans, on s'est mesuré. On a fait une grande enquête interne. On a fait une enquête pour mesurer s'il y avait une corrélation entre cette intuition qu'on avait que d'avoir cette mixité hommes-femmes dans les équipes avait un lien avec la performance de l'entreprise. Et on a été ravis des résultats parce qu'effectivement, on a pu démontrer, on a fait une enquête auprès de 50 000 managers dans le groupe, dans 100 pays, et dans plus de 60 filiales. On a croisé les chiffres dans tous les sens. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette étude? C'est qu'il y a vraiment une corrélation. Donc, toutes les équipes qui ont un taux de mixité homme-femme comprise entre 40 et 60% ont un taux de performance globale supérieur aux autres entités. Alors, on a 4 indicateurs qui sont intéressants. On a plus 4 points dans ces équipes, on a plus 4 points d'amélioration d'engagement des collaborateurs par rapport au panel de référence. On a plus 5 points sur la notoriété vue par les clients de l'entreprise. Et puis, on a aussi 2 indicateurs très intéressants, plus 13% d'opportunités de croissance et plus 23% d'augmentation sur les marges. Donc en fait, on a pu démontrer cette intuition qu'on avait il y a 15 ans, c'est qu'il y a bien une corrélation entre cette mixité des équipes, et c'est donc l'équilibre des équipes, c'est-à-dire si vous avez 80% de femmes, ça retombe. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des femmes ou le fait d'avoir des hommes qui compte, c'est le fait d'avoir cet équilibre. Ça, c'est la diversité. Et donc, c'est ça qu'on continue dans le groupe Sodexo à promouvoir de façon extrêmement forte, parce que maintenant, on a des convictions, mais on a aussi des éléments tangibles qui montrent qu'il y a vraiment une corrélation entre cette politique, cette façon de mener le management de l'entreprise, et puis les résultats et les impacts sur la performance économique. Est-ce que vous voulez dire qu'au-delà du débat sur la parité, puisqu'on a abordé jusqu'à présent la mixité versus parité, vous êtes en train de nous dire que finalement la mixité, c'est un élément de qualité de vie de travailler ensemble ou de bien-être du travailler ensemble dans cette mixité, cette différence? La diversité des équipes, c'est le moteur le plus puissant pour déclencher de la surperformance. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Et c'est valable lorsque, évidemment, on a pu le démontrer sur les hommes-femmes, mais on a la conviction qu'on va pouvoir apporter également dans quelques années des preuves sur d'autres éléments de mixité, c'est-à-dire, vous parliez des générations, les jeunes et les moins jeunes. D'accord, tout ce qui concourt à la diversité, à la et puis mixité. Les personnes qui ont un handicap et les personnes qui n'ont pas de handicap, là aussi, on a des choses très, très intéressantes sur cette diversité. En fait, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que tout ça, c'est du management. Et le management est un art quand on sait faire travailler ensemble des équipes diverses. Et donc de la respecter et de faire dialoguer ces différences, la d'être à l'écoute. La richesse, la production d'idées, la créativité et la performance sont meilleures lorsqu'on sait manager cette diversité. Alors je vois Valérie Adair, je vous vois faire oui, on vous a pas encore entendu. Vous avez monté Columbus voilà, il y a 15 ans. Dans cet esprit d'ailleurs dont parlait Anna Notarianni, qu'avait Sodexo au départ sur cet engagement durable, et de quelle façon vous faites écho, parce que je vous ai vu suivre attentivement les propos d'Anna Notarianni, et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette droite ligne-là. Oui, alors tout à fait. Déjà, l'intention qu'on avait en créant cette société, c'était bien que ce soit une aventure collective, ce que vous disiez tout à l'heure. Je rebondis sur vos mots parce qu'ils me parlent beaucoup. Donc d'abord une aventure collective, dans une grande mixité, puisque dans notre métier, il se trouve qu'il y a beaucoup d'hommes et qu'on doit être le seul cabinet qui a autant de femmes à tout niveau.
Je ne suis pas la seule femme en plus dans l'équipe de direction. Et il y a des hommes, c'est l'équilibre aussi. Et puis ensuite, ce qui faisait écho dans ce que vous disiez, c'était dans la diversité. Je vais reprendre simplement ce petit point. C'était le fait que même quand on constitue des équipes, nous on travaille beaucoup en projet avec nos clients, etc. On fait très attention à la diversité des profils. Même, alors peu importe qu'on soit tous des femmes, tous des hommes, etc. C'est maintenant plus de travailler carrément sur la personnalité des gens. C'est de se dire, il y a des gens qui ont un esprit très créatif, d'autres qui au contraire sont très organisés, certains qui sont plutôt dans la pensée, d'autres plutôt dans l'affect, etc., etc. Et on fait très attention à garder au sein de nos équipes cette diversité. On est aussi attentif, en travaillant avec nos clients, sur avec quel profil on va travailler. Alors, j'échangeais avec Madame tout à l'heure sur les profils MBTI, qui est un des outils. Alors, je crois que tous vos collaborateurs, hein, vous avez tous passé en fait ce MBTI. Hein. Je rappelle, j'imagine que ceux qui sont là savent de quoi on parle, mais sur ces tests de profil de personnalité, et vous travaillez sur cette base-là pour dialoguer ensemble, pour tenir compte un peu des profils de chacun. Voilà. Alors, bon, c'est une méthode parmi d'autres, hein, sans dogme derrière. Mais ces profils nous permettent de mieux se connaître, en fait, de mieux se connaître soi-même déjà, et de mieux connaître l'autre, et de comprendre qu'en situation tendue, parce que tout va bien quand les situations ne sont pas tendues, hein, mais dès qu'on est en situation tendue, ce qui est le cas dans notre métier, on accompagne quand même des grandes entreprises dans des grandes transformations, donc c'est des situations assez stressantes, on va dire. En situation tendue, en fait, on prend tous la partie d'ombre, comme diraient mes fils, la partie d'ombre de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on peut être extrêmement organisé, ce qui est très très bien, mais en revanche, en période de stress, on devient carrément maniaque. Il faut le savoir. Et il faut savoir que l'autre va le devenir, alors que vous, au contraire, imaginons, vous étiez un extraverti fabuleux, et donc ce qui est très bien parce que vous communiquez facilement, mais en période de stress, vous ne faites que parler. Donc c'est insupportable pour les autres, etc., etc. Donc c'est une partie du puzzle en fait, hein, du travail d'une équipe, de la manière de, comment dirais-je, de digérer de la transformation et du bien-être de chacun, parce que ça veut dire que je fais attention à l'autre si je m'intéresse à la manière dont il est constitué, la manière dont il va réagir. C'est vraiment ça le point. Et pour rebondir, je me permets, j'ai la parole. Donc, pour rebondir sur ce que disait monsieur, nous avons chez nous beaucoup, presque 90% du personnel qui sont des personnes qui sont chassées, comme vous dites. Donc, exactement le profil que vous citiez tout à l'heure, et avec la grande question de la rémunération et de la motivation. On est un métier assez concurrentiel, donc des cabinets comme les nôtres, il y en a plein. Donc pourquoi les gens viennent chez moi et pas chez les voisins? Et en fait, on a des entretiens de recrutement, où on discute, etc. Et le vrai sujet, c'est le sens. En fait, la rémunération, alors il y a des standards de rémunération dans ce métier, les gens sont bien payés, mais les gens ne viennent pas pour 10% de plus. Et ce sens, alors ce sens, puisque vous dites on a un métier concurrentiel, des cabinets comme nous, il y en a plein, ce sens, comment vous le mettez en musique, comment vous l'orchestrez? J'imagine que ce n'est pas justement au travers des personnalités comme vous nous l'expliquez, comment vous le faites vivre entre les équipes? Alors, il y a plein de manières. À mon avis, il n'y a pas une seule, il n'y a pas une recette, une recette magique. Il y a d'abord, par exemple, je parlais du recrutement, parce que le sens, c'est aussi l'ADN qu'on a et la culture. On a un recrutement collectif, c'est-à-dire que tous les niveaux recrutent, jusqu'à la personne à l'accueil qui donne son avis, puisqu'on n'est pas la même... On n'est pas la même personne, entre guillemets, parfois, quand on s'adresse à la personne à l'accueil et puis à la présidente. Donc des choses comme ça. On a aussi, dans notre manière d'échanger avec chaque personne, un dispositif, on va dire, du type 360 ou du type évaluation croisée, c'est-à-dire que dès qu'on fait des points réguliers, hein, il y a au moins 3 ou 4 évaluations par personne par an, et donc à chaque fois, il y a une partie, mais on n'a pas attendu la loi pour avoir l'entretien professionnel, mais on n'a pas attendu non plus la prochaine loi, peut-être un jour qui va le permettre, c'est qu'on a une partie où la personne va parler de sa propre perception de sa performance, mais aussi de ce qui se passe autour d'elle, et puis aussi son regard sur comment l'entreprise l'a aidé, comment son management l'a aidé, comment il se met à son service en fait. Donc c'est bien une évaluation croisée. Et ça c'est extrêmement important parce que ça veut dire que d'abord on respecte la vie de la personne qu'on a en face de nous et qu'on en tient compte dans la durée.
Merci. Alors François Asselin, sur cet aspect justement mixité, diversité, vous suivez également les propos de Nana Notarianni, justement parce que je trouve ça assez original et inédit, vous voyez, d'aborder la parité, la diversité, la mixité homme-femme, et également elle a parlé handicapés traversent tous sur cet aspect de lier bien-être, qualité de vie au travail. Ce dont je suis complètement persuadé, c'est que une équipe monocouleur ou monoprofil est nettement moins imaginative, créative. Et performante, disait Anna. Voilà, oui. voilà, voilà. Et moi, une petite expérience dans mon entreprise. Au bureau d'études, on recrutait tout le temps profil technicien, ingénieur, etc., etc. Et un jour, j'ai recruté un profil littéraire. Il a transformé la façon d'écrire les devis. On faisait des devis que personne ne comprenait, sauf nous. Très technique, tous les clients. Eh bien lui, il a mis de la poésie dans tout ça. Et je peux vous dire que le retour a été remarquable. Voilà. Donc comme quoi, et ça au donne départ, une couleur à l'entreprise. Ouais, je me souviens quand il est arrivé, ce garçon, dans le bureau d'études, tout le monde le regardait. Le profil, le gars, c'est un boulet, quoi. il les a tous transformés. Voilà. Donc, comme quoi, faut pas hésiter, voilà, à bousculer un petit peu les codes, parce qu'on s'enferme tous dans beaucoup de choses. Voilà. Et la diversité est source de richesse. Voilà. Merci. Alors justement, en parlant de mixité, diversité, gestion des personnalités aussi, nous disait Valérie Adair, nous voudrions vous présenter quelqu'un qui mène une expérience très originale, qu'on est très heureux d'accueillir en cette journée du printemps de l'optimisme, qui est fondateur et skipper de Team Jolokia. Alors c'est un navigateur, un marin, c'est Pierre Mézel, qui va en fait nous raconter comment en fait il monte des courses voilà, d'une nature un peu particulière, d'individus recrutés uniquement sur la motivation et des équipages très divers. Et il va nous raconter l'aventure de Jolokia. Pierre. Oui, bonjour à tous. Mais en fait, nous, ça va recouper beaucoup de choses qu'on s'est déjà dites. C'est vrai que notre aventure est partie de cette même intuition que la diversité apportait quelque chose de très fort à la performance et aussi à l'agir ensemble. Et on a voulu le vérifier de façon pratique, d'un côté, et d'un autre côté, de façon chiffrée, avec un laboratoire en sciences sociales qui a étudié le terrain pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place de façon pratique? On a pris un bateau de course au large, le plus puissant au monde, des bateaux qui font le tour du monde en équipage, donc c'est encore des bateaux plus puissants que les bateaux du Vendée Globe, qui sont d'habitude menés par des équipages d'anglo-saxons, hommes entre 30 et 45 ans, tous baraqués comme des rugbyman, et rien d'autre. Surtout pas de femmes, surtout pas de personnes handicapées, surtout pas de seniors, surtout pas de trop jeunes, etc. Et on s'est dit, bon, voilà le bateau, c'est un bateau qui va faire rêver les gens. C'est un bateau qui montre l'ambition de la performance, parce que ça, c'est absolument essentiel d'avoir cette ambition de la performance, ne serait-ce que pour la motivation de ses équipes, hein, on y revient aussi. Et on a aligné sur ce bateau eh bien, un équipage avec une personne aveugle, une personne paraplégique, une personne des milieux sociaux, tout ce qu'il y a de plus différent. C'est aussi bien un pilote d'Air France qu'une menuisière indépendante. 7 nationalités différentes à bord de ce bateau, c'est un équipage de 12 personnes. 7 nationalités différentes, 40% de femmes globalement, ça dépend des années, mais on est autour de 40% de femmes. Et au début, on nous disait, eh ben, écoutez, la diversité sur un bateau, on n'y croit pas, parce que le bateau, c'est un sport physique. Et puis, vous savez bien, ce bateau si performant, il peut être conduit que par nous, anglo-saxons, performants, hommes de 35 ans. Et on a même entendu, vous ne ferez pas le tour de l'île de Groix. Hein. Autant vous dire que ça nous donnait pas très... On n'avait pas vraiment confiance en nous quand on a commencé en 2012. Et puis est arrivée une première grande course qui s'appelle le Fastnet, qui est un phare au sud de l'Irlande qu'on doit enrouler. Et on arrive à ce Fastnet devant 5 concurrents italiens et russes notamment. Ces équipages ces équipages d'hommes, encore une fois, nous avaient regardé un peu de haut hein, au départ. Et puis, il se trouve que nous, on amarre le bateau avant eux, vu qu'on a passé la ligne d'arrivée avant eux.
et que, comme on est courtois quand on fait de la voile, on va récupérer les amarres des bateaux qui nous suivent. Et eux n'étaient pas ravis de voir aller récupérer les amarres Olivier avec sa canne d'aveugle, qui était là juste dispo pour prendre les amarres, Milena qui est une petite, toute petite, petite en taille, femme de 18 ans, qui ne ressemble pas du tout aux stéréotypes qu'ils ont du vainqueur d'une course, etc. Ils avaient comme ça devant eux un équipage complètement hétéroclite. Et c'est là où la question se pose, où l'image fait sens de « mais comment est-ce que ça se fait ?» Donc l'intérêt de cette démonstration, c'est effectivement ensuite, après, de la transformer. Alors de la transformer évidemment auprès du grand public. Le bateau permet une image très positive, une image très... ça fait rêver le bateau. Et là l'exemple est immédiat et automatiquement le grand public d'un coup se dit « Ah, mais la diversité elle est performante, elle peut l'être, j'en ai la preuve ». Et on réaffiche diversité avec positif, ce qui est quelque chose qui pourrait se faire beaucoup plus simplement. Il suffit justement d'en parler comme vous le faites très bien. Et tout de suite, les choses rechangent. Comme on parlait tout à l'heure aussi de 75% des salariés heureux au travail. Il suffirait qu'on le dise un peu plus pour changer beaucoup de choses. Et voilà, et ce que je vous disais, dernier point, ce qui est intéressant, c'est de transformer ensuite cette expérience, outre le passage auprès du grand public, de la transformer en chiffres, de la transformer en études, de chercher à comprendre. Donc on a créé ce laboratoire, et ce laboratoire, il a démontré deux choses essentielles. Il a démontré que la diversité, elle avait fonctionné, et elle fonctionne encore sur ce bateau, selon eux, d'après un mécanisme très précis, qui est que être dans une situation de diversité avec des collaborateurs qui sont différents, nous oblige obligatoirement à prendre conscience que l'autre a des mécanismes de fonctionnement différents du sien. Et que je sois un collaborateur, que je sois un cadre ou que je sois un salarié, il faut que j'ai conscience que la personne qui est avec moi au travail n'a pas le même mode de fonctionnement, même si on peut avoir les mêmes objectifs, même si on peut avoir des process communs qui sont mis en place, on n'a pas la même façon de fonctionner de façon intime. Et la démonstration a été faite que de se mettre dans une situation de diversité, on est obligé de réaliser que l'autre est toujours dans un processus, dans un fonctionnement différent. Et dès lors qu'on comprend que l'autre fonctionne différemment, on est capable de s'adapter à lui et on est capable de mettre en place un travail commun. Et donc le travail commun est facilité tout simplement parce que mon cerveau sait en permanence que l'autre est différent. Donc c'est tout simple comme et alors, comme fonctionnement. parce que vous nous parlez de capter la différence de l'autre, mais quid de la confiance? Parce que c'est pas tout de capter que l'autre est différent, mais sur un bateau, et moi je sais pas, j'imagine, étant également navigatrice, que, et pareil finalement dans un collectif d'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire ensemble et dans l'être ensemble et de créer ensemble, c'est quand même à un moment donné de se faire confiance, qui plus est sur un bateau en pleine mer. Et ça, à la fois vous en termes de skipper, mais à la fois dans cette diversité d'équipes de gens très différents qui ne se connaissent pas, quel est l'ingrédient, quels sont les vecteurs? Je vois que je m'écoute attentivement. Comment on crée cette confiance? C'est la question que vous vouliez poser, Jacques? Non, parce que je vois, oui, c'est ça. Je crois qu'on a plusieurs... quand il y a la réponse du bateau, mais je pense qu'on a aussi évoqué plusieurs fois la réponse déjà dans cette table ronde. C'est effectivement, sur le bateau, la réponse elle est très claire, elle est de s'occuper des points forts avant de s'occuper des points faibles. Les points faibles, que la personne soit en situation de handicap, oui, certes, le fait d'être amputé fémoral, c'est une faiblesse. Mais est-ce que c'est une faiblesse pour mon poste ? C'est pas sûr. Oui, le fait d'être, je sais pas, le fait d'être fin sur un bateau, c'est une faiblesse parce que on n'a pas la force musculaire, certes. Mais est-ce que moi, homme de 35 ans en pleine forme, si je suis, je sais pas, tout le temps justement dans la colère ou tout le temps, au contraire, dans la passivité ou autre, c'est pas aussi une faiblesse. Donc c'est capitaliser sur les ressources et sur les forces d'abord. Exactement, parce que les faiblesses, on en a tous. Et la faiblesse n'est pas obligatoirement la faiblesse visible. Et la faiblesse visible n'est
déjà, est-ce une faiblesse? C'est pas sûr. Et ensuite, ce n'est qu'une faiblesse parmi tant d'autres que nous tous avons. Nous avons tous des faiblesses, aussi bien portants, aussi puissants même, je pourrais dire, que l'image de puissant qu'on peut avoir. Mais non, on a tous des faiblesses. Et capitaliser sur les points forts, c'est motiver chacun à développer encore plus son potentiel. Et après, c'est au manager de mettre les gens là où ils ont leurs points forts. Donc c'est ce que vous faites, vous, quand vous skippez le bateau, c'est de capitaliser sur ses points forts et créer cette confiance. Alors, merci Pierre Mézel. Jacques, justement, vous accordez... formidable... Formidable, cette salle qui applaudit. Jacques, vous accordez une grande importance à la bienveillance, à la confiance, justement, dans votre livre. Et vous faites ce lien entre confiance et innovation, et sans doute confiance aussi et diversité. Pour rebondir, justement, sur l'expérience de ce bateau de Jolokia, et également sur les propos qui viennent d'être tenus, sur ce bien-être, finalement, pourvoyeur élément de bien-être, la confiance qu'on se crée les uns les autres dans l'univers du travail. Moi, ce qui me plaît dans les différentes interventions, et en particulier sur la dernière, c'est le culot. Faut quand même un sacré culot pour se lancer dans cette aventure, pour vous-même, mais aussi pour le sponsor, parce que je suppose que vous avez un sponsor, enfin, c'était pas gagné. Et donc, oui, je pense qu'il faut une grosse dose de confiance dans l'être humain, dans l'autre, pour se lancer dans ce genre d'aventure. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la confiance. Bon, je pense que certains d'entre vous ont entendu parler du livre Liberté et compagnie, des entreprises libérées. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que, contrairement à une opinion commune, eh bien, lorsqu'on fait confiance aux salariés, eh bien, ils ne profitent pas de cette confiance pour filouter. Ils sont d'autant plus engagés. D'ailleurs, c'est une vérité universelle. Chacune d'entre vous ici, si on vous fait confiance, que ce soit au travail ou dans d'autres aspects de la vie, amicale et autres, est-ce que votre première pensée, c'est de filouter, d'arnaquer la personne qui vous fait confiance ? J'en doute, je ne vous connais pas personnellement, mais je doute que ça soit le cas. Et si c'est votre attitude, elle est plutôt d'honorer cette confiance et d'essayer d'en être digne, vous n'avez rien de particulier. On a beau être dans un milieu formidable ici aujourd'hui, c'est le cas pour tout le monde. Alors maintenant, par rapport au monde de l'entreprise, effectivement, la confiance, eh bien, ça a des tas d'effets positifs, et en particulier, effectivement, l'innovation. Il y a là on vient de parler des faiblesses qui peuvent devenir des forces. Il y a un principe très simple de la confiance de la part des managers, c'est le droit à l'erreur. Eh bien, effectivement, quand on fait confiance, eh bien, on doit partir du principe qu'il y a un droit à l'erreur pour les collaborateurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui misent carrément là-dessus, sur le fait qu'il faut faire essai-erreur, essai-erreur. L'entreprise probablement la plus connue dans ce domaine-là, c'est une entreprise qui, au fil des ans, a accumulé des milliers de brevets. Vous la connaissez toutes, c'est 3M. 3M, c'est quoi? C'est Scotch, et puis c'est, enfin, entre autres, le Scotch, et puis le Post-it. Donc, on a tous utilisé cette entreprise un jour ou l'autre. Et le Post-it, par exemple, c'est une erreur. C'est une grave erreur, puisque ils cherchaient, les équipes, les chimistes de cette entreprise cherchaient à faire les colles les plus collantes possibles. Et un chimiste a fait une colle qui marchait pas du tout, puisque c'est une colle qui marche pas, qui colle pas. Et pendant des années, pendant 5 ans, enfin plusieurs années, ils se sont retrouvés avec une colle qui ne fonctionnait pas. Et malgré tout, le gars qui travaillait là-dessus, on a continué à le payer sur un projet qui ne marchait pas. Voilà. Jusqu'au jour où un autre chimiste de l'entreprise il dirigeait une chorale dans sa paroisse locale. Et dans ses partitions, il avait des petits papiers. Vous voyez, j'ai un post-it, hein, je ne fais pas la pub, mais c'est involontaire. Et il avait mis des petits papiers pour séparer des partitions. Et à chaque fois, les papiers disparaissaient dans la partition, ils tombaient par terre, ils ne s'y retrouvaient pas. Et il a pris ce qui ne s'appelait pas encore un post-it, il a pris cette colle, ce papier avec la colle qui ne marchait pas. Et depuis, le post-it a envahi le monde. Et bien ça, 3M, depuis quasiment sa création, laisse à chaque salarié, par exemple chaque chimiste, chaque ingénieur, du temps pour travailler sur des sujets qui ne rapportent rien, qui peuvent être des erreurs et qui deviennent des grands succès.
François Asselin, ce sujet de la confiance, je crois que c'est un thème très important pour vous. Vous dites souvent que vous avez l'a priori de la confiance et non de la défiance. Et en tant que patron et comme partenaire social, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui vous anime en termes de leadership. Oui, alors souvent je dis qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas grave, qu'on soit indifférent, ça c'est grave. Et ce qui est finalement le plus dur dans la vie, souvent dans la relation humaine, c'est d'accepter ce que l'autre ne peut pas vous donner. C'est-à-dire que si on bute tout le temps sur le même obstacle, alors que cette personne n'est pas faite pour ça, l'exemple très, très facile à comprendre, c'est quelqu'un qui est aveugle, on ne va pas lui demander de voir à votre place, en tout cas pas la même chose. Eh bien, c'est exactement la même chose dans les relations humaines. C'est-à-dire que quand on comprend que certains ne peuvent pas vous donner ce que vous attendez d'eux, eh bien, par contre, il faut développer ce que vraiment ils peuvent vous donner. Et comme ça, on évite de sans arrêt buter sur l'obstacle et de ne pas se comprendre, et on arrive à avancer ensemble. Et puis ensuite, la confiance, on le sait bien, ça se construit. C'est-à-dire que c'est avec des actes posés qu'on arrive à se faire confiance. Et là, lorsqu'on est leader, ce qu'attendent de nous nos salariés, par exemple, et là, c'est compliqué ce que je vais dire parce que je vais être le premier concerné, c'est de l'exemplarité. On est observé avant tout pour ça. Voilà. L'image qu'on renvoie, les actes qu'on pose, est-ce que c'est exemplaire ou pas? Je veux dire, il faut faire très attention. Et on a ce devoir d'exemplarité lorsque, évidemment, on est le leader, parce que sinon, on ne nous fera pas de cadeaux, et finalement, ils auront raison de ne pas nous faire de cadeaux. Et quoi qu'on en dise, on a beau... on est tous comme ça, c'est-à-dire que par rapport à nos hommes politiques, etc., on accepte finalement beaucoup de choses, mais finalement, le manque d'exemplarité nous heurte profondément. Voilà. On le voit aujourd'hui. Oui. Anna Notarianni, justement, vous, alors, c'est intéressant d'avoir votre point de vue de chef de grande entreprise par rapport à ce qui vient d'être dit. Comment elle se traduit, la confiance, la bienveillance, la gratitude, toutes ces notions qui sont si importantes aujourd'hui, on le sait, au travail, dans votre groupe? Moi, ça fait 30 ans que je travaille, ça fait 30 ans que je fais du management et ça fait 30 ans que j'ai toujours osé faire confiance comme un a priori. Et je pense que la confiance, ça ne se déclame pas, ça se prouve, mais si vous ne prenez pas le risque au démarrage de faire ce premier geste, ce premier pas, eh bien, vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir de bons résultats. Donc, il faut oser confier à des jeunes des responsabilités. Moi, il y a 3 ans, dans mon comité de direction, j'ai confié une responsabilité à une jeune femme qui avait 25 ans. Voilà, eh bien, il faut oser. Oui, elle n'était pas forcément dans le profil académique, mais j'ai osé et j'ai été récompensée parce qu'elle a fait un travail absolument remarquable. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que chaque fois que vous osez faire ce geste comme l'enfant, finalement, un enfant, ça apprend à marcher. Pourquoi? Parce que en face de lui, il a un parent qui lui tend la main. Mais le gamin, quand il ne sait pas marcher, il sait qu'il va tomber. Et il va tomber plusieurs fois, mais il le fait toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité en face, il y a une main qui est tendue et qui lui dit, vas-y, marche, tu peux me faire confiance. Et ben, il prend un risque. Et donc, c'est ce risque-là, en tant que manager, qu'il faut toujours assumer, je pense. Parce qu'on est toujours récompensé de ça. Et si on n'est pas récompensé, c'est assez exceptionnel, c'est pas très grave. Voilà, moi j'ai toujours conduit mes affaires comme ça et j'en suis très, très satisfaite, très, très fière et je continuerai à faire la promotion il faut oser la différence, il faut oser et la confiance, effectivement, c'est le ciment de la performance. C'est ça qui fait que quand on fait des enquêtes de satisfaction et d'engagement des collaborateurs, quand on leur demande c'est quoi le moteur de votre investissement dans l'entreprise, comment vous vous projetez dans l'avenir de l'entreprise, ce qui fait l'engagement des collaborateurs, c'est toujours lié à on me fait confiance et je fais confiance. C'est ça le ciment. Voilà, donc c'est la clé. Alors évidemment, il faut accepter cette part qui n'est pas peut-être pas très scientifique de la confiance. Il faut oser. Voilà. Et quand on ose, eh ben, on est récompensé. Alors, merci Anna Notarianni. Il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé et qui rentre effectivement dans cette notion de bien-être au travail et versus qualité de vie et donc environnement de vie, ergonomie, parce qu'effectivement, il y a les relations qu'on entretient au travail et puis il y a aussi les lieux de vie, les environnements, le fait qu'on s'y sente bien et on sait aujourd'hui
combien les outils de convivialité, les travaux sur l'ergonomie de locaux sont des sujets qui montent de plus en plus. Alors, nous avons aujourd'hui Didier Riahi, vous êtes administrateur d'Ethique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance, une organisation patronale qui en avait assez d'entendre parler de relations conflictuelles au travail. Ethique a créé J'aime ma boîte. Et puis, vous avez décidé de faire de votre métier de la convivialité sur votre lieu de travail. Et vous avez repris Juste à temps, hein, qui livrait au départ plutôt du café dans les entreprises. Et puis, vous vous êtes diversifié. Et donc, vous allez nous raconter maintenant justement quel est ce lien, quel lien vous faites-vous entre bien vivre son travail et bien vivre au travail. Bien, bonjour. C'est vrai que ce qui nous anime à nous, chez Ethique, mais aussi aujourd'hui dans mon entreprise, c'est que finalement, tous les salariés puissent dire « j'aime ma boîte ». Donc, c'est autour de ça qu'on s'est dit, finalement, Juste à temps était une entreprise qui livrait en effet du café. Et puis, quand on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays, est née cette fameuse Google Attitude, où voilà, tous les salariés ont eu accès à des fruits, des plantes, des fleurs, des boissons, des glaces, des sièges de massage, des salles de ping-pong, de baby-foot, etc. Donc c'est ce qu'on a voulu créer en France. Donc c'est vraiment sur ce modèle-là d'apporter un cadre de vie agréable au quotidien pour l'ensemble des salariés, parce qu'on considère que tout ce qui a été abordé aujourd'hui par les différents intervenants est très positif. Vous parliez aussi de long terme. Nous, on est dans le court terme, on est dans l'immédiateté, on est dans l'instant. C'est-à-dire que ce qu'on essaye, c'est d'apporter vraiment des éléments pragmatiques quotidiens pour qu'on se sente mieux en permanence au travail. Et donc, voilà, on livre aujourd'hui des entreprises pour qu'elles rendent leurs salariés heureux dans leur environnement direct. Et c'est une tendance de fond. On l'observe dans de très nombreuses entreprises de toute taille, très grandes, mais aussi plus petites. Vraiment, l'homme est devenu vraiment la priorité essentielle du management, des directions, de vraiment faire que les salariés se sentent bien. Il y a tout un tas de nouvelles fonctions qui sont nées. Moi, je vois chez Facebook, par exemple, il y a un directeur, un jour en rendez-vous, il se présente et il me dit je suis le directeur Food and Beverage Europe. Donc, je dis chez Facebook, hein, je ne comprends pas ce que vous faites, quoi. Enfin, c'est étonnant. Et en fait, non, il y a une personne qui est là pour gérer toutes les boissons et toute la partie nutrition de l'ensemble des salariés sur toute l'Europe. Et ça m'a fait penser à autre chose, c'est que il y a aujourd'hui, on parlait, voilà, vous parlez d'équipage, on parle de sportifs de haut niveau, et c'est rentré dans les mœurs que avant un grand tournoi, avant une grande compétition et pendant, on réfléchit à sa nutrition, on réfléchit à son hydratation. Dans les entreprises, c'est pas du tout pris en compte. Les gens viennent, ils travaillent, et puis voilà, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient performants, mais au final, qu'est-ce qu'on amène pour qu'il le soit en dehors de tout ce que vous avez exposé sur le management, sur la façon de donner du sens, etc. Mais si on est très, très pragmatique, sur la performance, la concentration, opérationnelle, l'énergie, la fatigue, ça se gère comme des sportifs de haut niveau, par de l'hydratation et par une meilleure nutrition. Ce sont vraiment des éléments qui sont en train de germer aujourd'hui dans les entreprises, et que nous, on essaye justement de démocratiser, parce que lorsque vous perdez 1 à 2% d'hydratation dans votre corps, vous perdez 30% de votre faculté de concentration. Aïe. C'est un exemple. Il faudrait boire 1,5 litre d'eau par jour. Voilà. Personne ne boit ces quantités-là au travail. Donc l'entreprise a aussi ce rôle-là, d'abord de s'améliorer dans les équipements, sur l'hydratation, sur la nutrition, et puis aussi de se rendre compte qu'il y a un lien, au final, avec la performance. Avec la performance, avec... Et avec la reconnaissance aussi, finalement, parce que c'est une façon de reconnaître
l'importance qu'on donne justement à la force de travail. On dit le salariat à l'origine, c'est louer sa force de travail à un employeur, et finalement, c'est juste aussi reconnaissance de l'effort de travail. Il y a la reconnaissance, il y a après tout un tas de choses que nous on a développées qui sont les box anniversaires. Donc les salariés vont recevoir le jour de leur anniversaire une box à partager. Donc il y a vraiment ce côté d'animation aussi quotidienne autour de l'homme. Donc vraiment, je trouve que c'est très complémentaire ces visions, parce que il y a la partie réflexion à long terme et vraiment qui descend dans les veines des équipes au travers de tout ce que vous avez exposé. Mais on voit que vraiment dans toutes les grandes entreprises leaders aujourd'hui, et notamment anglo-saxonnes, mais aussi dans le nord de l'Europe, c'est très scandinave, on fait très attention au quotidien, à la coque. En fait, c'est un peu... il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent maintenant. Elles se présentent un peu comme une coque, comme un hôtel, 5 étoiles pour leurs salariés. Donc voilà, plus vous allez mettre d'ingrédients favorables, plus ils vont s'épanouir au quotidien. Et puis, moins il y a tous ces ingrédients-là. Et, merci. Merci Didier Rier. Alors justement, Anna Notarianni, et puis je demande aussi à Françoise Lin et Valérie Adair, très rapidement, parce que l'heure tourne et qu'on arrive vers la fin de notre débat, et c'est riche, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc assez rapidement, de rebondir sur cet élément environnement de travail, reconnaissance, forme physique. Voilà, rapidement, Anna Notarianni, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez dans le sens de... Alors moi j'ai entendu hôtel 5 étoiles, ça m'a fait bondir, mais on me laissera Françoise là. Moi, on a fait 2 études récemment qui sont très positives, puisque ça montre que 66% des dirigeants dans 5 grands pays du monde, que ce soit en France, aux États-Unis, ou en Chine, en Inde, 66% des dirigeants affirment que la qualité de vie de leurs collaborateurs est une de leurs priorités stratégiques. Donc déjà, puisqu'on est sous le printemps de l'optimisme, il faut s'en réjouir, parce que ce qu'on peut comprendre par ce questionnaire, eh bien, c'est que finalement, c'est une tendance internationale. Et je vous rejoins tout à fait. La deuxième étude qu'on a menée, c'est de s'interroger, est-ce que c'est dans les grandes entreprises, les petites entreprises, est-ce qu'un petit patron, il n'y a pas de petit patron, de grand patron, il y a des entreprises de 10 à 100 salariés. Évidemment, on n'a pas forcément toujours, c'est ce qu'on pense, les moyens de développer des services de qualité de vie. Voilà. Et donc, on a voulu s'assurer de est-ce que c'était une réalité ou pas. Et en fait, alors là, c'est encore plus intéressant, c'est qu'on a fait cette étude l'année dernière avec la TNS Sofres, et là, 80% des patrons de PME, on a fait une étude sur un échantillon de 100 dirigeants, déclarent avoir fait des liens entre la performance de leur entreprise, l'ambiance au travail et au moins 1 à 3 initiatives pour investir dans la qualité de vie de leurs collaborateurs. Et quand on leur a demandé ce qui se faisait comme initiative, eh bien, on a des initiatives sur, par exemple, le sport, donc d'accompagner la pratique d'un sport. On a des initiatives sur le restaurant d'entreprise ou sur des chèques restaurants. On a des initiatives managériales. On a des initiatives. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, s'intéresser à la qualité de vie et à l'environnement du travail, eh bien, c'est pas forcément des budgets forcément très importants. Donc, c'est très, très réjouissant. Voilà. Et donc on a cette tendance, et comme je le disais, dans le groupe Sodexo, c'est notre positionnement, et donc on s'inscrit aussi en essayant d'apporter des solutions avec des produits, des services à nos clients. Valérie Adair, vous êtes attentive comme ça à la forme physique de vos consultants? Tout à fait. Alors moi, je vais essayer de donner un exemple concret, puisque rapide. Voilà. Nous, nos consultants sont à travers la France et le monde, puisqu'ils sont chez leurs clients. Et donc, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui s'occupent de l'accueil et des moyens généraux dont je parlais tout à l'heure, qu'en fait, c'était les mamans et papas, d'ailleurs, des consultants. C'est-à-dire qu'elles sont là, parce que c'est plutôt des femmes en l'occurrence, pour leur bien-être, mais aussi exigeants. C'est-à-dire que, et je suis en train de me dire, il faudrait que je les appelle peut-être les responsables du bien-être. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont le sourire, elles fêtent les anniversaires, etc., etc. Elles s'occupent des corbeilles de fruits, puisqu'on est des clients d'éthique, etc. Mais aussi, elles leur rappellent les règles de je sais pas, je rends mon iPhone en temps et en heure, etc. Et donc, elles mettent tout au service
des salariés, et que ce soit en termes d'infrastructure que de sourire, tout simplement. François Asselin, Hôtel 5 étoiles, l'entreprise Asselin. Si vous venez visiter l'entreprise, on est loin de l'hôtel 5 étoiles, mais on essaie de s'améliorer. Une petite anecdote, c'était il y a 3 ans, non, il y a 4 ans, à un pot de fin d'année, donc juste avant les vacances de Noël. Nous, on fait beaucoup de pots à l'entreprise. Hein. Dès qu'il y a l'occasion de fêter quelque chose, on fait un pot, etc. Ritualisé, hein, ça soude les équipes. Ouais, exactement. Oui, puis on a besoin de ça. Hein. Et donc, je fais mon petit laïus au personnel, et là, je vois, ils envoient avec moi, la dernière recrue, c'était une jeune femme qui venait d'arriver, avec une lettre, et il y avait marqué sur l'enveloppe « Lettre au Père Noël ». Alors, c'est les mecs qui étaient très courageux, ils se sont dit, on va la choisir elle parce qu'il ne pourra pas lui dire non. Et donc, j'ouvre la lettre et je lis, et en fin de compte, le personnel me demandait si je pouvais acheter un baby-foot. Voilà. Alors donc, entre Noël et le 1er de l'an, j'ai regardé où il y avait les baby-foot, etc. J'ai acheté ce qui se faisait de mieux, fabriqué en France, etc. J'ai réussi à le faire livrer entre Noël et le 1er de l'an. Et à l'arrivée, ils avaient leur baby-foot. Et je me souviens, mon père, qui a 83 ans, qui rentre dans la salle de réunion et qui voit le baby-foot, mais il dit, mais t'es cinglé, François. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Ils vont plus travailler. Ils vont plus bosser. Alors là, c'est complètement l'inverse. Voilà. C'est que de temps en temps, quand il y a des tensions, allez hop, on fait une partie de baby-foot, et il vaut mieux libérer son énergie négative en jouant une partie de baby-foot que finalement un grogner, etc. Ça apporte du lien. Voilà. Alors, oui, merci, je crois qu'on peut l'applaudir. On va retenir l'idée du baby-foot dans le cahier de l'essence. Pour conclure, Jacques, vous nous expliquez justement cette notion que nos dirigeants ici présents, mais également les témoins ont bien illustré, cette notion de leadership serviteur. Je pense que ce serait important qu'on se quitte sans doute sur quelques mots de votre part autour de cette notion qui permet de passer, je vous cite, de la performance à l'excellence et de quitter finalement l'injonction de performance sur laquelle on est quand même depuis pas mal d'années maintenant et qui a démontré ses mauvais côtés sur l'aspect stress au travail, et peut-être justement cette envie d'excellence, ce serait peut-être plus joli et plus qualitatif, plus optimiste aussi, puisqu'on est là pour ça. Oui. Alors oui, c'est vrai, et c'est vrai que je retrouve dans tout ce qui vient d'être dit, il y a pas mal de dénominateurs communs chez les uns, les unes les autres, et vous savez, il y avait pas mal de théories du leadership. Il y en a au moins une dizaine, voire plus. Hein. Et à ma connaissance, elles ont toutes été inventées par des profs de business school, des sociologues, sauf une qui a été inventée par un cadre qui, à la fin, après être à la retraite, a écrit un livre sur sa pratique et la pratique de collègues. Et le livre c'est un livre en anglais qui s'appelle Servant Leadership. Bon, leadership serviteur. Et je trouve que c'est intéressant. Alors maintenant, c'est repris par des sociologues, tout ça, des études qui sont faites. Mais en gros, si je puis dire, qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un leader serviteur? C'est quelqu'un qui, à la fois, a les caractéristiques habituelles du serviteur, c'est-à-dire une vision, une ambition pour l'entreprise, mais j'ai envie de dire une grande ambition dans l'action. Mais parallèlement, c'est pas du tout celui qui dit suivez-moi, suivez le panache blanc, c'est moi qui vais vous conduire. Pas du tout. C'est quelqu'un qui se met au service des collaborateurs. Et donc, c'est un mélange assez paradoxal, comme je dis, de grande ambition pour l'action, mais de grande modestie dans les relations avec les autres. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs, et c'est assez impressionnant quand, des fois, j'ai rencontré le patron plus plusieurs de ses collaborateurs. C'est parfois celui que j'ai le moins entendu pendant toute une matinée. Tous les autres, ils ont beaucoup parlé, mais le patron, je l'ai peu entendu. Faut presque que je passe du temps avec lui pour en savoir plus, vous voyez. Et il y en a un qui m'a dit, moi, je considère qu'une équipe, enfin, une entreprise, et en particulier au niveau des cadres, eh bien, c'est un collier de perles. Le fil, c'est le patron. C'est-à-dire que le fil, c'est celui qui est chargé de rassembler les perles, les mettre en valeur, mais ce n'est pas important qu'on le voit, lui. Ce qui est important, c'est qu'on voit les perles. Et je peux vous garantir, pour le connaître depuis un certain temps et pour avoir entendu les témoignages de ses collaborateurs, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas que dire cela, mais il le pratique depuis des années. Et ce qui est impressionnant, c'est que les gens qui sont dans cette dynamique, eh bien, effectivement, ils sont extrêmement appréciés de leurs équipes, ils ne se mettent pas en avant, mais alors les gens, ils sentent qu'ils peuvent s'investir, y croire et tout ça. Et on peut aller plus loin, parce que là, je parle d'être leader-serviteur au sein
de l'entreprise. Mais après tout à l'heure, j'entendais parler de communauté, j'entendais parler de bien commun. On pourrait se dire que l'entreprise, elle peut être au service du monde et donc les patrons, les cadres, être au service du monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de faire une conférence devant des étudiants d'école de commerce et je leur ai dit, écoutez, depuis des dizaines d'années, les business schools vous vendent un projet, un rêve extraordinaire. C'est le rêve d'être les maîtres du monde, les maîtres économiques du monde. C'est un projet fantastique qu'on vous vend depuis des années. Ce projet, aujourd'hui, il n'est plus tellement intéressant. Il y a un projet beaucoup plus passionnant, beaucoup plus excitant, beaucoup plus motivant, c'est d'être les serviteurs du monde. Non plus être les maîtres du monde, mais les serviteurs du monde. Et bien, je peux vous dire que les jeunes, ils étaient super remontés positivement, ils m'ont super applaudi à la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus un projet intéressant d'être les maîtres du monde, que ce soit les maîtres économiques ou politiques. Ce qui est passionnant, c'est d'être au service du monde. Ça me semble vraiment un vrai projet de société. Bravo. Je crois qu'on peut applaudir également tous nos intervenants. Merci Jacques d'avoir conclu sur cette très belle image. Merci de nous avoir suivis dans ce débat. Merci à tous nos témoins, nos intervenants, à Manon également d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi et un week-end très optimiste et plein de printemps et plein de soleil. Merci pour votre attention. Merci. Je vous laisse. On va vous projeter, vous allez voir en sortant, David Ken et son équipe, le lancement du film LOL Project. Vous avez peut-être pu voir, d'ailleurs dans le métro sur la ligne 14 en ce moment, les travaux sont affichés. David Ken et son équipe en fait, prennent des photos et mettent en image des gens heureux dans des environnements où on n'a pas l'habitude de voir des images de gens heureux et des visages heureux, notamment dans l'hôpital, mais également maintenant, ils travaillent dans le monde de l'entreprise et on va lancer ces images et ce film et vous retrouverez tout au long du parcours ces photos d'exposition. Merci à vous. Très bon week-end. Le but du projet You know what is love? Yeah. Laughing out loud. Yes, laughing out loud. On va nous détendre pour nous faire rire et prendre des photos. C'est pas ça, David? Absolument. On s'attend déjà à passer un bon moment, je pense. Oui, ça c'est sûr. Et à rigoler. Si pour une fois on arrive à me faire rire, ce sera déjà bien. C'est histoire de lâcher prise et de nous faire un petit peu oublier tout ce qu'on a à côté, tous les petits tracas de la vie. On n'ose pas forcément lâcher prise dans le cadre du travail. Et c'est bien, ça crée des liens. Voilà. Oui, c'est important aussi pour je veux dire, la cohésion. Je suis assez curieux de savoir effectivement comment David arrive et comment toute l'équipe arrive à amener les gens à éclater de rire, donc suspense. Ah oui, on a rencontré un pitre à côté, donc une bande de copains là à côté. Je vous conseille d'y aller de temps en temps, même si vous êtes joyeux vous. Le faire ensemble, c'était un moment intense. On n'a jamais été aussi intime. Oui, c'est ça. On se connaît pas, mais on s'est bien marré. Dès qu'on a franchi la porte, en fait, c'est bon, on est dedans là. Pendant un moment, on oublie tout. Voilà, et c'est pas si fréquent que ça, après tout. C'était juste génial. Énorme. Ouais. C'était bien. Très très bonne expérience. On s'est bien marré. C'est le lâcher prise, quoi. Oui, mais parce que d'habitude, c'est genre, oui, Wistiti et tout ça, tu vois. Alors que là, c'était pas du tout ça, quoi. Après une journée de réunion, c'est super bien. Je pensais pas qu'il arriverait à nous faire rire comme ça aussi en si peu de temps. C'est pas une personne, moi, que je vais faire venir, c'est plein. Oui, moi aussi. Vraiment. Je vais avoir le smile jusqu'à ce soir minimum, sinon si ce n'est plus. Puis surtout, j'ai hâte de voir le résultat parce que je pense que c'est tellement contagieux que quand on voit même des gens qu'on connaît pas éclater de rire, ça marche à tous les coups, ça donne forcément la banane. Et c'est ça qui est beau. De voir les autres, on n'a pas l'habitude de voir rire, c'est bien, ça remet un peu d'humanité. C'est bien. Le but aussi, c'est quand même d'offrir un éclat de rire à l'hôpital et de faire la même expérience dans des hôpitaux de la région. Très bonne idée d'amener de la joie à l'hôpital, surtout. La joie, des sourires, et puis de redonner un peu
d'espoir à des gens qui sont malades. Là, ça sera une grande fierté de découvrir ce grand mur de photos. C'est ça l'argument qui nous a fait venir. Oui. On s'est dit que si on pouvait, à travers le sourire, la bonne humeur, apporter du soleil à des enfants ou même des adultes qui sont dans les hôpitaux, alors il fallait le faire. Leur offrir ce que vous nous avez offert là, franchement, je trouve que c'est une idée géniale. C'est 10 minutes de douleur en moins, 10 minutes où on pense à rien, on change des idées. Disons que c'est une façon d'oublier ses problèmes et ses douleurs et d'avoir des endomorphines qui circulent un peu et qui permettent de... Rigoler comme ça, après avoir été en chimio, où on rigole pas, entre nous. Là, j'ai passé 10 minutes vraiment super. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet aussi à nous qui avons le cancer de rester insérés à la société. Ça a peut-être démystifié un petit peu certains médecins par rapport à leurs patients. Je pense que quand on est bien, on apporte à son corps encore bien plus de choses que ce qu'on imagine. Et ça, c'est un vrai cadeau. Ça vaut... Le rire, ça vaut plein de médicaments en réalité. Le rire peut beaucoup. C'est aussi important qu'un médicament, pour nos patients en tout cas, puisqu'en ce qui nous concerne, c'est des patients atteints de cancer. La rigolade thérapie a été prouvée médicalement. Ça fait beaucoup de bien de rigoler. Au lieu d'aller voir un psy, on fait un LOL Project. Ce serait pas mal. C'est remboursé par la Sécu ou pas? C'est contagieux. C'est viral. J'ai pas envie de retourner travailler, pas trop. On peut retourner là, par contre.